Moi, Baba Mal, je suis panafricaniste. C'est pourquoi je regarde et je suis Amani TV. C'est la télé du continent africain. Suivez Amani comme moi. Merci. Bonjour, je suis Hamzat Boukari Yabara, historien, auteur de Africa Unite, une histoire du panafricanisme. Lors de ces 2 derniers mois, j'ai eu l'infime honneur de m'entretenir avec vous dans le cadre notamment de cette émission spéciale panafricanisme produite par Amani TV et partenaires pour vous dresser un peu le tableau de cette longue histoire du panafricanisme, ses origines, ses enjeux autour de l'unité africaine, ses défis, les mouvements de libération, les principales figures, mais aussi les problématiques qui se posent au panafricanisme aujourd'hui. Il me semble important effectivement de revenir un peu sur ces problématiques-là et de souligner que le panafricanisme est une idéologie et un mouvement en même temps. Une idéologie, ça veut dire qu'il s'appuie sur des traditions, sur des acquis, sur des plans qui ont été très clairement dessinés, notamment par Kwame Nkrumah ou par Cheikh Anta Diop, l'État fédéral, le gouvernement continental, et en même temps un mouvement. Ce qui veut dire que sur ces bases établies et enracinées qui ont été posées par Nkrumah ou Diop, il y a une dynamique qui fait que les choses bougent. Et donc l'enjeu, c'est comment on lie la stabilité du panafricanisme avec une évolution qui est liée à l'actualité, et une actualité qui ne ménage pas le continent africain. Lorsque l'on allume les informations, il n'y a pas un jour où il se passe quelque chose de dramatique ou de terrible en Afrique. Il n'y a pas un jour où on a l'impression que notre continent ne s'en sortira jamais. Il n'y a pas un jour où on a l'impression que le panafricanisme n'est qu'une vaste utopie et que nous n'atteindrons jamais cette unité africaine pour laquelle nos ancêtres se sont sacrifiés. Néanmoins, il y a aussi un autre regard qui peut être porté sur notre histoire. Le premier regard, c'est que le panafricanisme, encore une fois, est notre religion de survie. C'est une vision qui est, je dirais, entre guillemets, transversale, qui a traversé les générations et qui nous a permis de survivre jusqu'à aujourd'hui. Survivre à des systèmes qui ont voulu nous faire disparaître, l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme, qui nous ont dépouillés de nos identités, de nos noms, de nos êtres, de nos cultures, de nos richesses, mais qui ne nous ont pas fait disparaître, parce que nous avons été plus forts que la domination. Et je pense que le premier élément du panafricanisme tel qu'on peut le voir dans nos sociétés, qui n'est pas forcément saillant mais qui est réel, c'est le concept que l'on appelle de résilience. Le fait que nos sociétés soient capables de plier, soient capables effectivement de subir des violences, mais de ne jamais céder. Et ce phénomène de résilience, nous devons aujourd'hui l'inscrire dans une dynamique d'interdépendance. Parce que l'unité est le cadre, je dirais, solide du panafricanisme. Mais l'unité ne peut tenir que s'il y a de l'interdépendance. C'est-à-dire que l'unité, c'est ce qui permet de fixer les choses, mais de la même manière que dans le corps humain, vous avez ce qu'on appelle des articulations, eh bien les articulations renvoient à l'interdépendance. Et donc le panafricanisme doit s'appuyer sur des éléments rigoureux, qui sont des principes cardinaux. On ne transige pas avec le principe de l'unité africaine, mais en même temps avec des articulations qui sont liées à des questions spécifiques, qui sont liées à des positions spécifiques, qui nécessitent des doctrines particulières. Parmi ces doctrines-là, il y a effectivement l'idée que l'unité africaine n'est peut-être pas dès le départ l'unité de tous les Africains. Beaucoup de personnes disent que le panafricanisme est utopique parce qu'il est impossible que 50 États d'un seul coup se mettent tous ensemble. Je suis plutôt d'accord avec cette idée qu'il est très difficile sur un claquement de doigts de mettre d'accord 50 pays qui, lorsque la Chine les convoque, lorsque l'Europe les convoque, lorsque les États-Unis les convoquent, lorsque la Turquie les convoque, vont tous se rendre en rang dispersé à la convocation. Nous n'arrivons pas, encore une fois, à parler d'une seule voix lorsque le reste du monde nous convoque. Donc ça ne se fera pas du jour au lendemain. Néanmoins, il est important de créer des dynamiques au niveau de la conscience historique. Et donc le fait que les générations actuelles ou les générations futures apprennent la même histoire de l'Afrique, apprennent l'histoire du panafricanisme,
est ce qui va créer, ce qui va forger un sentiment d'unité et d'appartenance commune à un même continent. C'est l'histoire, la conscience historique dont Cheikh Anta Diop appelait à une restauration qui va parachever notre destin fédéral et notre destin commun, qui est celui du continent africain. On ne peut pas échapper à notre géographie. Aucun État africain ne peut se soustraire de sa continentalité africaine et il faut également inclure les îles, aussi bien Madagascar que le Cap-Vert, que les Comores ou d'autres îles. Interdépendance avec aussi la diaspora, parce que nous avons une diaspora qui est très éduquée, qui est très formée, qui a beaucoup de compétences. Et cette diaspora, si au niveau du continent, nous n'arrivons pas à trouver les moyens de lui parler, nous risquons quelque part de rater une étape qui est la réconciliation entre le continent et sa diaspora. Et donc il y a un travail de va-et-vient à faire entre le continent et la diaspora. Il est nécessaire que dans nos structures, que ce soit étatique, que ce soit sous-régional, que ce soit sous-continental ou continental, il y ait des bureaux panafricains qui prennent en charge notamment les velléités de retour de la diaspora, les investissements de la diaspora, qu'il y ait une priorité diaspora dans les politiques publiques africaines. Parce que c'est de cette manière-là que l'on va reconstituer un tissu social panafricain, mais également un tissu économique panafricain. Et Dieu sait que plus nos intérêts économiques seront entremêlés, moins quelque part nous nous ferons la guerre entre nous. Et plus nous verrons l'intérêt de travailler sur des intérêts communs dans le sens de l'unité africaine. Après, il y a aussi la question des grands ensembles, des questions plus géopolitiques. Ou plutôt en février, il y avait eu le sommet Union européenne-Union africaine à Bruxelles, qui avait fait beaucoup de débats. Il est important de savoir qu'au lendemain de ce sommet, 4 pays africains, que sont l'Algérie, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud et le Nigeria, ont mis en place un G4, qui est un regroupement de puissances africaines qui estime qu'il est temps de trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Une Pax Africana. Et donc au niveau des dirigeants, au niveau des opinions publiques, au niveau des sociétés civiles, il y a la compréhension que nos États doivent repenser leurs mécanismes d'intégration autrement que par les seules communautés économiques régionales et travailler sur des logiques d'intérêt, sur des logiques de convergence géostratégique et également, je pense, sur des logiques de vision globale et de vision à moyen et long terme. Et c'est en cela que nous avons un outil essentiel pour que le panafricanisme se développe au XXIe siècle. Cet outil essentiel, c'est vous. C'est vous qui nous regardez à travers l'écran, qui êtes aujourd'hui plus de 1,2 milliard de personnes sur le continent africain, qui êtes 200 millions dans la diaspora. C'est vous, par votre mobilisation, par votre conscientisation, par votre engagement, par la petite brique que chacun pourra apporter, qui reconstruira cette unité africaine. Mais il faut que chacun d'entre nous en prenne conscience. Certains en ont déjà conscience, en ont toujours eu conscience. Pour d'autres, cela prend un peu de temps à arriver. Et d'autres sont fondamentalement réfractaires. Donc il y a un travail de persuasion, il y a un travail d'excellence, un travail de rigueur, un travail de conviction qui doit se faire et qui doit être basé sur des arguments. Et les arguments sont dans notre histoire. Aucun État africain ne peut s'en sortir seul sur les questions militaires. Aucun État africain, sur les questions monétaires, ne peut se développer de manière isolée et ne peut assumer seul une souveraineté économique et monétaire. Donc il faut mutualiser, il faut se mettre ensemble et il faut regarder quels sont ceux qui sont, je dirais, les plus qualifiés sur tel ou tel domaine et peut-être leur donner les clés de ce domaine précis pour l'ensemble du continent africain. Rationaliser nos comportements, faire fi quelque part de nos inimitiés et surtout brasser le continent du point de vue, je dirais, des expériences. Parmi les éléments qui ont construit par exemple l'Union européenne, et là on peut toujours regarder comment d'autres modèles se sont construits, il y a ce qu'on appelle le système Erasmus. Les échanges étudiants
entre les différentes universités des différents pays, qui fait qu'au bout de 2-3 générations, eh bien, nous avons une jeunesse qui est fondamentalement européenne, qui se sent européenne. Elle n'est plus liée à des logiques nationales. Il me semble important qu'à l'échelle continentale, l'échelle panafricaine, l'échelle diasporique, nous travaillons également sur ce type, je dirais, de projets. Des projets également industriels. Il est important que nous ayons sur le continent africain aujourd'hui et dans la diaspora des capitaines d'industrie panafricains. Et nous en avons quelques-uns, mais il nous en faut davantage. Il faut que ceux qui s'engagent aujourd'hui dans des carrières économiques, dans des carrières de réussite, dans des carrières d'excellence, soient imprégnés du panafricanisme, pour que quelle que soit la finalité et le résultat de leur parcours professionnel, cela profite à l'Afrique et au panafricanisme. Et donc c'est un travail d'imprégnation qui a à faire à la base, qui a à faire à la source. Et j'ai tendance à penser que plus la question du panafricanisme sera également travaillée et développée, plus au niveau de nos dirigeants politiques, il y aura de l'huile dans le mécanisme qui fera en sorte que nous trouverons des solutions. L'un des objectifs, c'est effectivement d'arriver à une forme de constitution panafricaine, une constitution des États-Unis d'Afrique. C'est quelque chose qui est plus ou moins dans les cartons de l'Union africaine. Certains disent que l'Union africaine ne va pas assez vite, d'autres disent qu'elle est effectivement financée par des puissances étrangères, ce qui pose effectivement un problème. Néanmoins, il y a d'autres dynamiques possibles sur lesquelles nous devons aussi travailler. La question de la mise en place d'une Union africaine des peuples, d'une CEDEAO des peuples, et nous sommes actuellement en plein débat avec les enjeux autour du Mali, autour des difficultés des États à être en phase avec les solidarités populaires, parce que les États sont liés par la realpolitik, les États sont liés par des traités, mais ces traités, les peuples en font fi, de la même manière que les peuples se débarrassent des frontières, parce que de part et d'autre des frontières, nous sommes un même et seul peuple. Donc il y a, je dirais, tout un champ de reconceptualisation du panafricanisme qui, à mon sens, dans les années qui viennent, va quelque part surpasser les débats qu'on a pu avoir dans les années 90-2000 sur la démocratie, sur la bonne gouvernance, sur le développement. Parce que c'est dans le panafricanisme que se posent réellement les enjeux de démocratie, les enjeux de bonne gouvernance et les enjeux de développement. Parce que le panafricanisme s'inscrit dans une logique qui n'est pas verticale, mais circulaire, horizontale et latérale. Dans une logique où chaque peuple a le droit de s'exprimer et le droit de donner son avis. Mais où il faut aller vers une médiane qui est de trouver le plus petit dénominateur commun qui va dans le sens des intérêts du plus grand nombre d'entre nous. Vous me direz que c'est très compliqué, effectivement, de mettre sur la même table un Sénégalais, un Mozambicain, un Égyptien, un Sud-Africain, un Afro-Américain, parce que ce sont des histoires très différentes. Oui et non, parce que si vous regardez l'histoire du panafricanisme, eh bien vous verrez que toutes ces histoires sont précisément interconnectées. Et c'est pour ça que la question de l'interdépendance, de l'interconnexion, elle est centrale dans le panafricanisme. Et c'est en étant interdépendants et interconnectés que nous arriverons à construire notre propre souveraineté, différente des souverainetés prédatrices qui sont celles des modèles occidentaux ou orientaux d'aujourd'hui. Donc le panafricanisme, dont nous avons pu observer durant 2 mois les évolutions, les avancées, les reculs, les échecs et les victoires, a encore beaucoup de pages d'histoire à écrire. Et il compte réellement sur la mobilisation de chacun d'entre vous. Il compte sur les dynamiques médiatiques, sur les dynamiques institutionnelles, sur les dynamiques populaires, sur toutes les options possibles, puisque Frantz Fanon lui-même le disait, en matière d'unité africaine, il n'y a pas une recette unique. Tous les secteurs sont concernés, qu'il s'agisse de la gastronomie, qui est panafricaine, qu'il s'agisse du sport, qui est un vecteur de panafricanisme, qu'il s'agisse de la science, qui est universelle et panafricaine, qu'il s'agisse des langues, qu'il s'agisse de l'armée. Tous ces éléments-là ont quelque part un apport à amener au panafricanisme, ils peuvent s'imprégner du panafricanisme. Donc l'appel que je peux faire, encore une fois pour conclure cette série
d'émissions spéciales panafricanisme, c'est vraiment de vous inviter toutes et tous à partager le contenu que nous avons produit sur les 2 derniers mois, à le faire découvrir tout autour de vous à celles et ceux qui ne croient plus aujourd'hui en l'Afrique et à leur expliquer qu'il est possible de croire en une Afrique debout, une Afrique unie, une Afrique prospère, une Afrique protectrice des Africains et une Afrique qui assume également son destin historique. Partagez autour de vous, faire connaître autour de vous cette histoire, en être des ambassadeurs, en être des représentants, en être également, je dirais, des traducteurs, puisque l'un des enjeux qui se pose, c'est faire traduire cette histoire auprès de nos populations qui ne s'inscrivent pas dans les langues dites coloniales. Et prendre également au niveau de nos populations des réalités qui sont déjà du panafricanisme en soi. Et de ces échanges, de ces connexions, de ces interconnexions naîtra nécessairement, je dirais, des transformations sociales, des révolutions panafricaines. Ces révolutions se feront, je pense, en partie en silence et parfois avec du bruit. Je pense qu'il est important pour la question du panafricanisme de ne pas trop suivre le bruit et de regarder plutôt ce qui se fait en silence. Il y a cette fameuse expression qui est que on entend le bruit d'un arbre qui tombe, mais on n'entend jamais le bruit de tous les arbres tout autour qui sont en train de pousser. Et je pense que c'est aussi un élément qui permet de garder le cap. Il ne faut pas se laisser distraire. Il ne faut pas tomber dans du divertissement. Il ne faut pas tomber dans de la diversion. Il ne faut pas tomber dans de l'invective. Le panafricanisme ne s'inscrit pas dans une logique d'injure, d'insulte et d'invective. Il s'inscrit dans une logique d'excellence, dans une logique de rigueur, dans une logique d'argument, dans une logique de débat et effectivement dans une logique, je dirais, de rapport de force. Et comme disait Cheikh Anta Diop, toute vérité qui est dite de manière insultante perd justement en valeur. Et donc il est très important aussi que nous soyons les premiers à nous respecter les uns les autres dans nos différences, comme également dans nos ressemblances. Comme disait Kwame Nkrumah, l'enjeu du panafricanisme et l'unité de l'Afrique repose sur la capacité à faire en sorte que les forces qui nous unissent soient toujours plus fortes que celles qui nous divisent. Donc ce sont en tout cas les derniers mots que je souhaitais vraiment partager à vous toutes et tous qui nous avez suivis pendant 2 mois sur Amani TV et partenaires, et vous inviter encore une fois à vous informer, à vous instruire, à vous éduquer et surtout à apporter ce que vous avez à donner à l'histoire du panafricanisme pour que cette histoire ne soit pas celle de quelques personnes entre elles, mais soit l'histoire vraiment de tous les peuples africains réunis autour d'un même enjeu qui est vraiment la liberté, l'unification et le progrès du continent africain. Donc au nom de Amani TV et partenaires, je vous remercie pour le suivi de cette série spéciale donc panafricanisme et je vous souhaite une très bonne continuité. Merci beaucoup.